Manuel de recherche en sciences sociales, 6e édition, la deuxième partie de la recherche, la phase d'exploration. 1. Objectif. Au cours de l'étape précédente, nous avons appris à formuler un projet de recherche sous la forme d'une question de départ appropriée. Jusqu'à nouvel ordre, cette question de départ constitue le fil conducteur du travail. À présent, le problème est de savoir comment nous y prendre pour atteindre une certaine qualité d'information, comment explorer le terrain pour concevoir une problématique de recherche. C'est l'objet de cette partie. L'exploration comprend les opérations de lecture, les entretiens exploratoires et quelques méthodes d'exploration complémentaires. Les opérations de lecture permettent aux chercheurs de s'informer de l'état des connaissances sur la question traitée et d'assurer la qualité du questionnement, tandis que les entretiens et méthodes complémentaires l'aident notamment à avoir un contact avec la réalité vécue par les acteurs sociaux. Nous étudierons ici des méthodes de travail précises et directement applicables par chacun, quel que soit le type d'entreprise dans lequel il s'engage. 2. La lecture. Lorsqu'un chercheur entame un travail, il est peu probable que le sujet traité n'ait jamais été abordé par quelqu'un d'autre auparavant, au moins en partie ou indirectement. On a souvent l'impression qu'il n'y a rien sur le sujet, mais cette opinion résulte généralement d'une mauvaise information. Tout travail de recherche s'inscrit dans un continuum et peut être situé dans ou par rapport à des courants de pensée qui le précèdent et l'influencent. Il est donc normal qu'un chercheur prenne connaissance des travaux antérieurs qui portent sur des objets comparables et qu'il soit explicite sur ce qui rapproche et sur ce qui distingue son propre travail de ces courants de pensée. Les cours théoriques qu'il aura suivis lui seront peut-être ici fort utiles, même si votre souci n'est pas de faire de la recherche scientifique au sens strict, mais bien de produire une étude honnête sur une question particulière, il reste indispensable de prendre connaissance d'un minimum de travaux de référence sur le même thème ou, plus largement, sur des problématiques afférentes. Il serait à la fois absurde et présomptueux de croire que nous pouvons nous passer purement et simplement de ces apports, comme si nous étions en mesure de tout réinventer par nous-mêmes. Dans la plupart des cas cependant, l'étudiant qui entame un mémoire de fin d'études, le travailleur qui souhaite réaliser un travail de dimension modeste ou le chercheur auquel une analyse rapide est demandée ne dispose pas du temps nécessaire pour aborder la lecture de dizaines d'ouvrages différents. De plus, nous l'avons vu, la boulimie livresque est une très mauvaise manière d'entamer une recherche. Comment s'y prendre dans ces conditions ? Concrètement, il s'agira de procéder par salves successives, en commençant par sélectionner soigneusement un petit nombre de lectures et de s'organiser pour en retirer le bénéfice maximum. Cela nécessite une méthode de travail correctement élaborée. C'est donc une méthode d'organisation, de réalisation et de traitement des lectures que nous étudierons d'abord. 2.1 Le choix et l'organisation des lectures. A. Les critères de choix. Le choix des lectures doit être réalisé avec beaucoup de soin. Quel que soit le type et l'ampleur du travail, un chercheur ne dispose jamais que d'un temps de lecture limité. Certains ne peuvent y consacrer que quelques dizaines d'heures, d'autres plusieurs centaines, mais, pour les uns comme pour les autres, ce temps sera toujours d'une certaine manière trop court en regard de leurs ambitions respectives. Rien n'est dès lors plus désespérant que de constater, après plusieurs semaines de lecture, que l'on n'est guère plus avancé qu'au départ. L'objectif est donc de faire le point sur les connaissances intéressant la question de départ en exploitant au maximum chaque minute de lecture. Comment procéder ? Quels critères retenir ? Nous ne pouvons bien entendu proposer ici que des principes et critères généraux que chacun devra adapter avec souplesse et à propos. Premier principe. Partir de la question de départ. Le meilleur moyen de ne pas s'égarer dans le choix des lectures consiste en effet à avoir une bonne question de départ. Tout travail doit avoir un fil conducteur et, jusqu'à nouvel ordre, c'est la question de départ qui remplit cette fonction. Sans doute serez-vous amené à la modifier au terme de votre travail exploratoire et tenterez-vous de la formuler d'une manière plus judicieuse, mais, pour l'instant, c'est d'elle qu'il faut partir. Deuxième principe. Évitez de surcharger le programme de lecture. Il n'est pas nécessaire ni d'ailleurs, le plus souvent, possible de tout lire sur un sujet car, dans une certaine mesure, les ouvrages et articles de référence se répètent mutuellement et un lecteur assidu se rend vite compte de ces répétitions. Dans un premier temps, on évitera donc autant que possible de lire d'emblée des briques énormes et indigestes avant d'être certain de ne pouvoir s'en dispenser.
On s'orientera davantage vers les ouvrages et articles de revues en sciences sociales qui présentent des repères théoriques et une réflexion de synthèse dans le domaine de recherche concerné. Il est, en effet, préférable de lire de manière approfondie et critique quelques textes bien choisis que de lire superficiellement des milliers de pages que l'on ne parviendra pas à exploiter convenablement. Troisième principe. Rechercher dans la mesure du possible des documents dans lesquels les auteurs ne se contentent pas de présenter des données, mais qui comportent des éléments d'analyse et d'interprétation de ces données. Nous aborderons très bientôt l'examen d'un texte de Émile Durkheim extrait de son livre Le Suicide. Nous verrons que ce texte comporte des données et même, en l'occurrence, des données statistiques. Cependant, ces données ne sont pas présentées telles quelles. L'analyse de Durkheim leur donne sens et permet au lecteur de mieux en apprécier la signification. Même si l'on étudie un problème qui, a priori, exigera l'utilisation de nombreuses données statistiques, comme les causes de l'augmentation du chômage ou l'évolution démographique d'une région, il est encore préférable de rechercher des textes qui aident à saisir les dynamiques et processus plutôt qu'une multitude de tableaux de chiffres qui ne veulent jamais dire grand-chose en eux-mêmes. Les textes qui incitent à la réflexion contiennent le plus souvent suffisamment de données, chiffrées ou non, pour permettre de se rendre compte de l'ampleur, de la distribution ou de l'évolution du phénomène sur lequel ils portent. De plus, ils permettent de lire intelligemment ces données et stimulent la réflexion critique et l'imagination du chercheur. Au stade actuel du travail, cela suffit largement. Si de nombreuses données sont utiles, il sera toujours temps de les récolter plus tard, quand le chercheur aura délimité des pistes plus précises. Quatrième principe. Veillez à recueillir des textes qui présentent des approches diversifiées du phénomène étudié. Non seulement il ne sert à rien de lire 10 fois la même chose, mais, en outre, le souci d'aborder l'objet d'étude sous un angle éclairant implique que l'on puisse confronter des perspectives différentes. Ce souci doit inclure, du moins pour les recherches d'un certain niveau, la prise en compte de textes plus théoriques qui, sans porter forcément de manière directe sur le phénomène étudié, présentent des problématiques et des modèles d'analyse susceptibles d'inspirer des hypothèses particulièrement intéressantes. Nous reviendrons plus loin sur la problématique, sur le modèle d'analyse et sur les hypothèses. Côté des ouvrages et articles scientifiques, il peut être également nécessaire de rassembler ce qu'on appelle une documentation grise, comme des notes de travail, des comptes rendus de réunions ou d'assemblées générales, des rapports internes à une organisation, des documents d'information ou de présentation d'un service public ou d'une entreprise destinée à ses usagers ou clients. On trouve une série d'informations utiles dans ce genre de documents, même s'ils n'ont pas le caractère d'une publication scientifique. De plus, avant de commencer vos propres investigations, grâce à eux, vous connaîtrez votre dossier et gagnerez en crédibilité face à vos interlocuteurs et informateurs. Dans cette perspective, si vous envisagez d'interagir avec une population que vous connaissez peu et dont le mode de vie vous est étranger, il n'est pas inutile de sélectionner quelques publications qui vous informeront sur ses coutumes et usages afin de pouvoir ultérieurement l'aborder en respectant ses propres normes de sociabilité. Cinquième principe. Se ménager à intervalles réguliers des plages de temps consacrées à la réflexion personnelle et aux échanges de vues avec des collègues ou avec des personnes d'expérience. Un esprit encombré n'est jamais créatif. Les suggestions qui précèdent concernent principalement les premières phases du travail de lecture. Au fur et à mesure de son avancement, des critères plus précis et spécifiques s'imposeront progressivement d'eux-mêmes à condition, précisément, que la lecture soit entrecoupée de périodes de réflexion, si possible, d'échanges et de discussions. Une manière de s'organiser consiste à lire par salves successives de 2 ou 3 textes, ouvrages, chapitres d'ouvrages ou articles à la fois. Après chaque salve, on cessera de lire pendant un temps pour réfléchir, prendre des notes et discuter avec des connaissances que l'on pense capables d'aider à progresser. Éventuellement, on reformulera la question de départ de façon plus adéquate. Ce n'est qu'après cette pause dans les lectures que l'on décidera du contenu exact de la salve suivante, quitte à corriger les orientations générales que l'on s'était fixées au départ. Décider d'emblée du contenu précis d'un programme de lecture important est généralement une erreur. L'ampleur du travail décourage vite, la rigidité du programme se prête mal à sa fonction exploratoire et les éventuelles erreurs d'orientation au départ seront plus difficiles à corriger. D'autre part, ce dispositif par salve successive convient aussi bien pour les travaux modestes que pour les recherches de grande envergure. Les uns mettront un terme au travail de lecture préparatoire après 2 ou 3 salves, les autres après une dizaine ou davantage.
Bref, respectez les critères de choix suivants. Lien avec la question de départ. Dimension raisonnable du programme de lecture. Éléments d'analyse et d'interprétation. Approche diversifiée. Lisez par salves successives, entrecoupées de plages de temps consacrées à la réflexion personnelle, aux échanges de vues, si nécessaire, à la reformulation de la question de départ. B. Où trouver ces textes ? Avant de se ruer dans une bibliothèque physique ou plus probablement encore dans une bibliothèque numérique ou virtuelle, il est nécessaire de se rappeler que l'on ne vise pas à établir une bibliographie exhaustive, mais bien à faire assez rapidement le point sur les connaissances relatives à la question de départ. Dans cette perspective, il importe avant tout de savoir ce que l'on cherche. Qu'elles soient physiques ou numériques, les bibliothèques de sciences sociales dignes de ce nom possèdent des milliers de références. Sans écarter totalement l'idée d'un apprentissage par essai et erreur, on conviendra qu'il est hasardeux d'espérer découvrir, au détour d'une promenade à travers les rayons ou d'une navigation sur Internet, la référence idéale qui réponde exactement aux attentes. Ici aussi, il faut une méthode de travail dont la première étape consiste à préciser clairement le genre de texte recherché. En ce domaine comme dans d'autres, la précipitation peut se payer très cher. Nous n'aborderons pas ici le travail de recherche bibliographique proprement dit car cela nous mènerait trop loin et nous ne ferions que répéter ce que chacun peut déjà lire dans les ouvrages spécialisés dans ce domaine, par exemple celui de B. Pochet Comprendre et maîtriser la littérature scientifique, Jean Blou, Presse l'agronomique de Jean Blou, 2015, ou apprendre en mobilisant des tutoriels de formation à la recherche documentaire, mis au point par les fournisseurs de ressources scientifiques et par de plus en plus de bibliothèques, par exemple les tutoriels ABCDOC, Université Toulouse 3, ARBR Haddock, Université Paris 8, CERCIS, la Sorbonne, Infosphère, UQAM ou InfoTRACK, Université de Genève. Voici quelques idées qui peuvent aider à trouver facilement les textes qui conviennent, sans y consacrer trop de temps. Les bibliothèques comptent une grande quantité de publications scientifiques, ouvrages et revues, et offrent via leurs outils en ligne des modes de recherche variés fondés sur des résumés, des index thématiques, voire l'ensemble des mots du texte. Car aujourd'hui, de plus en plus de bases de données, d'ouvrages et de revues scientifiques sont directement accessibles en ligne sur Internet. De plus, les bibliothèques se modernisent et offrent à leurs utilisateurs des techniques de recherche bibliographique performantes, outre des moteurs de recherche efficaces sur les ouvrages et revues qu'elles présentent dans leurs rayons. Elles disposent généralement de bases de données et d'un système intranet permettant un accès rapide à des sources variées, y compris des sources rares et chères. Les revues spécialisées dans le champ de recherche retenu sont particulièrement intéressantes pour deux raisons. D'abord parce que leur contenu apporte soit les connaissances les plus récentes en la matière, soit un regard critique sur les connaissances produites antérieurement. Dans l'un et l'autre cas, les articles font souvent le point sur la question qu'ils traitent et citent alors d'autres articles qui sont à prendre en considération. La seconde raison est que les revues publient des recensions et des résumés critiques des ouvrages les plus récents grâce auxquels vous pourrez faire un choix de lecture judicieux. Ne négligez pas les articles de revues de vulgarisation ou de revues générales, les dossiers de synthèse et les interviews de spécialistes publiés dans la presse pour un large public instruit, les publications d'organismes spécialisés et bien d'autres documents qui, sans constituer des rapports scientifiques au sens strict, n'en comportent pas moins des éléments de réflexion et d'information qui peuvent être précieux, tantôt parce qu'ils constituent une bonne introduction pour un néophyte qui s'engage sur un terrain de recherche spécifique, tantôt parce qu'ils donnent accès au point de vue d'un acteur particulier. Les ouvrages comportent toujours une bibliographie finale reprenant les textes auxquels les auteurs se réfèrent. Comme on y trouve forcément que les références antérieures à l'ouvrage lui-même, on se focalisera particulièrement sur les bibliographies des ouvrages récents en lien direct avec la question de départ. Ne soyez pas effrayés par l'épaisseur de certains livres. Il n'est pas toujours indispensable de les lire entièrement. Certains sont des ouvrages collectifs reprenant des contributions de plusieurs auteurs sur un même thème, mais toutes les perspectives développées ne vous intéresseront pas nécessairement. D'autres rassemblent des textes relativement disparates que l'auteur a rassemblés en un ouvrage auquel il s'efforce de donner un semblant d'unité. Les tables des matières, les sommaires, les paragraphes d'introduction et de conclusion des différents chapitres vous permettront de déterminer assez vite le propos principal des ouvrages et de leurs différentes parties. Demandez conseil à des spécialistes qui connaissent bien votre domaine de recherche, chercheurs, enseignants, responsables d'organisation, etc.
Avant de vous adresser à eux, préparez avec précision votre demande d'information de sorte qu'ils vous comprennent immédiatement et puissent recommander ce qui, selon eux, vous convient le mieux. Comparez les suggestions des uns et des autres et faites enfin votre choix en fonction des critères que vous aurez définis. En consultant une variété de sources, on couvre rapidement un champ de publication assez vaste et on peut considérer qu'on a fait le tour du problème à partir du moment où l'on tombe systématiquement sur des références que l'on connaît déjà. 2.2 Comment lire ? L'objectif principal de la lecture est de s'informer des connaissances déjà acquises sur son objet de recherche et d'y puiser des idées pour son propre travail. Cela implique que le lecteur soit capable de faire apparaître ses connaissances et ses idées, de les comprendre en profondeur et de les articuler entre elles de manière cohérente. Avec l'expérience, cela ne pose généralement pas trop de problèmes. Mais cet exercice peut présenter des difficultés majeures pour ceux dont la formation théorique est faible et qui ne sont pas habitués au vocabulaire, certains diront au jargon, des sciences sociales. Lire un texte est une chose, le comprendre et en retenir l'essentiel en vue de sa propre recherche en est une autre, qui ne s'acquiert que par l'exercice. Cet apprentissage demande à être soutenu par une méthode de travail. La méthode ici proposée est stricte et précise, mais chacun pourra l'assouplir et l'adapter par la suite au fur et à mesure de sa formation et en fonction de ses propres projets. Elle comporte 4 étapes. A. Le repérage du statut, du registre et du contexte du texte. B. L'application d'une grille de lecture. C. Le résumé du texte. D. La critique du texte. A. Le statut, le registre et le contexte du texte. Pour cette première étape, on s'inspire directement du livre pratique de la lecture critique en sciences humaines et sociales de N. Marquis, E. Lenel et L. Van Campenhout, Duno, 2018, qui propose une formation progressive et appliquée à la lecture critique. Avant de se lancer dans la lecture approfondie du texte, il convient donc de bien cerner son statut, le registre qui est le sien ainsi que le contexte dans lequel il s'inscrit. Au moment du choix du texte, vous aurez sans doute déjà recueilli pas mal d'informations sur ces 3 points, mais il est conseillé de se les récapituler pour chacun des textes à lire avant d'en entamer la lecture approfondie. Il peut être utile de procéder également ici à ce qu'on appelle une lecture flottante du texte, c'est-à-dire une lecture non approfondie ayant pour but de se faire une idée générale de ce dont il est question et de recueillir des indications sur son statut, son registre et son contexte. Le statut du texte dépend essentiellement de l'intention de l'auteur. Le texte propose-t-il un cadre de pensée pour comprendre un ensemble de phénomènes ? En d'autres mots, est-il à caractère théorique ou conceptuel ? Son intention est-elle plutôt de présenter les résultats d'une recherche en sciences sociales récemment effectuée ? Vise-t-il à nourrir le débat de société sur une question d'actualité ? Ou alors, relève-t-il d'un de ces statuts divers et variés, articles de presse, résultats de sondage, archives historiques, documents administratifs, qui peuvent alimenter la phase exploratoire de votre recherche. Seuls les textes relevant des 2 premiers statuts peuvent être considérés comme scientifiques en eux-mêmes, mais les autres n'en peuvent pas moins être fort utiles. Le registre du texte concerne la posture que l'auteur adopte par rapport au phénomène dont il traite. Adopte-t-il un registre descriptif en présentant la réalité telle qu'elle est selon lui, par exemple la situation en matière de criminalité dans un pays ou une ville, en fonction des méthodes et instruments qu'il a utilisés pour en rendre compte, rapports administratifs, statistiques, observations directes, témoignages. Ou adopte-t-il un registre analytique en tentant d'expliquer un phénomène, par exemple les causes d'un certain type de criminalité, ou de comprendre ce qui conduit certains à adopter certains comportements, par exemple criminels ? Sa posture est-elle plutôt critique, attentive à ce qui ne fonctionne pas correctement dans la société, par exemple la manière dont le législateur détermine les comportements criminels ou celle dont les pouvoirs publics et la justice y réagissent et les combattent ? Ou enfin, son texte se situe-t-il dans le registre politique en proposant des solutions aux problèmes, par exemple pour mettre fin à certains trafics prohibés ? Il importe également de prendre en compte le contexte dans lequel l'auteur a écrit son texte et de saisir les raisons pour lesquelles il a décidé d'étudier ce sujet-là dans ces circonstances-là et de cette façon-là. Ce texte peut n'être qu'une partie d'une œuvre plus large dans laquelle il occupe une place particulière qu'il importe de saisir. Il peut prendre place dans une controverse intellectuelle ou être une réponse, polémique ou non, à un texte d'un autre auteur. Il est possible qu'il prenne sens par rapport à un ensemble de circonstances historiques particulières qui ne sont plus d'actualité. Il faut toutefois être ici prudent, ce n'est pas parce qu'un texte a été écrit dans un contexte particulier,
par exemple étranger ou ancien, qu'il est automatiquement non pertinent ou dépassé. Si le lecteur peut cerner ce qui, dans un bon texte, tient à ce contexte, il peut en dégager des enseignements qui restent intéressants concernant par exemple la manière de traiter une question ou de construire l'argumentation. Publié en 1897, le texte de Durkheim étudié ci-après en constitue un remarquable exemple. Une lecture flottante de ce texte vous permettra vite de constater qu'il présente les résultats d'une recherche effectuée par l'auteur et qu'il relève du registre analytique. Il a été écrit dans le contexte européen de la fin du XIXe siècle où le poids des religions, principalement le protestantisme et le catholicisme, sur la vie sociale est très important et où l'Empire allemand est composé de plusieurs États. B. La grille de lecture. La grille de lecture proposée ici n'est pas la seule possible, mais elle a fait ses preuves. Nous vous proposons de vous y exercer en l'appliquant d'abord au texte de Durkheim sur le suicide et de comparer ensuite votre travail à celui que nous avons nous-mêmes réalisé. Les consignes d'utilisation de cette grille de lecture sont présentées dans le travail d'application ci-dessous. C. Le résumé. Faire le résumé d'un texte consiste à mettre en évidence ses idées principales et leurs articulations de manière à faire apparaître l'unité de la pensée de l'auteur. C'est le but premier des lectures exploratoires et c'est donc l'aboutissement normal du travail de lecture. On entend dire parfois que certains ont l'esprit de synthèse, comme s'il s'agissait d'une qualité innée. C'est évidemment absurde. L'aptitude à rédiger de bons résumés est surtout affaire de formation et de travail. La qualité d'un résumé est directement liée à la qualité de la lecture qui l'a précédé. Bien plus, la méthode de réalisation d'un résumé devrait constituer la suite logique de la méthode de lecture. C'est en tout cas de cette manière que nous procéderons ici. Revenons donc à notre grille de lecture et relisons le contenu de la colonne de gauche qui porte sur les idées du texte. Mis bout à bout, ces 9 petits textes forment un résumé fidèle du texte de Durkheim. Mais, dans ce résumé, les idées centrales du texte ne sont pas distinguées des autres. Quelle que soit son importance relative, chacune bénéficie en quelque sorte du même statut que ses voisines. En outre, les articulations que Durkheim établit entre elles n'apparaissent pas clairement. Bref, il manque une structuration des idées qui seule permet de reconstituer l'unité de la pensée de l'auteur et la cohérence de son raisonnement. Le véritable travail de résumé consiste précisément à restituer cette unité en mettant l'accent sur les idées les plus importantes et en montrant les liens principaux que l'auteur établit entre elles. Pour y parvenir, il faut considérer également le contenu de la colonne de droite dans laquelle nous avons explicitement noté des informations relatives à l'importance et à l'articulation des idées, par exemple, projet, établissement des faits, première explication possible, etc. À partir de ces indications, nous sommes en mesure de distinguer immédiatement les sections du texte où se trouvent les idées centrales de celles qui comportent les idées secondaires, les données illustratives ou les développements de l'argumentation. En outre, ces idées peuvent être facilement retrouvées et agencées grâce au contenu de la colonne de gauche où elles sont reprises sous une forme condensée. Chacun peut faire ce travail par lui-même sans trop de difficulté car la grille de lecture en donne les moyens et oblige en même temps à s'imprégner véritablement du texte étudié. Il restera enfin à rédiger le résumé de manière assez claire pour que quelqu'un qui n'aurait pas lu le texte de Durkheim puisse s'en faire une bonne idée globale à la seule lecture du résultat de votre travail. Même si vous n'avez aucunement l'intention de le communiquer, cet effort de clarté est important. Il constitue à la fois un exercice et un test de compréhension car, si vous ne parvenez pas à rendre votre texte compréhensible pour les autres, il y a de fortes chances qu'il ne le soit pas encore parfaitement pour vous. Voici un exemple de résumé de ce texte, rédigé à la suite de l'exercice de lecture. Durkheim analyse l'influence des religions sur le suicide. Grâce à l'examen de données statistiques qui portent principalement sur les taux de suicide de différentes populations européennes de religion protestante et catholique, il aboutit à la conclusion que le penchant pour le suicide est d'autant plus fort que la cohésion de la religion est faible. En effet, une religion fortement intégrée comme le catholicisme, dont les fidèles partagent de nombreuses pratiques et croyances communes, les protège davantage du suicide qu'une religion faiblement intégrée comme le protestantisme, qui accorde une place importante au libre examen. Une telle synthèse littéraire peut être avantageusement complétée par un schéma qui représente les relations causales que Durkheim établit entre les différents phénomènes considérés. D. La critique. Grâce à ce travail de lecture approfondie et de résumé, vous aurez acquis une compréhension correcte du texte,
et vous pourrez, sans le trahir, en retirer les idées les plus intéressantes pour votre propre projet. Vous aurez adopté une attitude d'ouverture et d'humilité par rapport au texte, qui vous permettra d'y repérer les apports potentiellement les plus précieux pour votre propre travail. En procédant de cette manière, sans vous en rendre compte, vous aurez effectué la première étape d'une analyse critique du texte. En effet, procéder à la critique d'un texte ne consiste pas à lui opposer votre propre opinion sur le sujet traité, à chercher à le contredire à tout prix, voire à le démolir, parce qu'il ne correspond pas à vos propres idées ou parce que cela vous apporte un certain plaisir. Dans l'activité scientifique, l'attitude critique consiste d'abord à s'approprier correctement, avec prudence et modestie, ce que l'on est censé critiquer, et donc à suspendre son jugement, du moins dans un premier temps. Ensuite seulement, la critique consiste à discerner les limites du texte par rapport à votre projet, soit ce qu'il n'apporte pas et qu'il faudra chercher ailleurs, dans d'autres textes. Elle consiste aussi à s'interroger sur certaines caractéristiques, voire certaines faiblesses du texte qui doivent éveiller votre prudence dans l'exploitation que vous envisagez d'en faire pour votre travail. Les sources et les données sur lesquelles le texte s'appuie sont-elles fiables et robustes? L'argumentation est-elle bien construite? Les conclusions tirées par l'auteur sont-elles justifiées et suffisamment claires pour que l'on puisse s'en servir sans ambiguïté? Dans le cadre de la recherche concrète que vous effectuez, le travail de lecture, comprenant le choix des textes, la lecture proprement dite, le résumé et la critique, ne constituent pas un exercice académique ou scolaire comme vous avez à en réaliser très utilement dans le cadre de votre formation. Vous l'effectuez dans un but précis et c'est votre question de départ qui doit en constituer le fil conducteur, afin de ne pas vous égarer dans une masse de travail inutile. Ce travail de lecture, de résumé et de critique présente un autre avantage non négligeable. Il permettra de comparer beaucoup plus aisément deux textes différents et de mettre en évidence leur convergence et leur divergence. Bien entendu, la méthode et le modèle de grille de lecture qui ont été présentés ici sont particulièrement précis et rigoureux. Ils demandent que l'on y consacre du temps et donc que les textes ne soient ni trop longs, ni trop nombreux. Dès lors, dans de nombreux cas, d'autres grilles de lecture plus souples et plus adaptées à chaque projet particulier doivent pouvoir être imaginées. Cependant, il faut se méfier des fausses économies de temps. Lire mal 2000 pages ne sert strictement à rien, bien lire un bon texte de 10 pages peut aider à faire véritablement démarrer une recherche ou un travail. Ici, plus qu'ailleurs, il faut se presser lentement et ne pas se laisser impressionner par les interminables bibliographies que l'on trouve à la fin de certains ouvrages. D'où une longue habitude du travail intellectuel incite-t-elle à se dispenser d'utiliser une grille de lecture explicite, encore que les lecteurs chevronnés lisent rarement au hasard. Lorsque leurs lectures s'inscrivent dans le cadre d'une recherche, ils ont toujours une idée claire de leurs objectifs et lisent en fait avec méthode, même si cela n'apparaît pas formellement. En revanche, les lecteurs moins formés ont tout intérêt à modifier leurs habitudes et à lire mieux des textes choisis plus soigneusement. La méthode présentée ci-dessus pour des articles ou des extraits convient-elle pour des ouvrages entiers? Oui, avec de légères adaptations. D'une part, les sections de lecture peuvent être beaucoup plus longues lorsque le texte est dilué et comporte de nombreuses données et de multiples exemples. D'autre part, il est rarement nécessaire de procéder à une lecture systématique de tous les chapitres du livre. Compte tenu de vos objectifs précis, il est hautement probable que seules quelques parties devront être approfondies et qu'une simple lecture attentive suffira pour le reste. 3. Les entretiens exploratoires. Lecture et entretiens exploratoires doivent aider à construire la problématique de recherche. Les lectures aident à faire le point sur les connaissances concernant le problème de départ. Grâce à un premier contact avec des acteurs concernés, les entretiens contribuent à découvrir les aspects du problème à prendre en considération, ils permettent de dégager de nouvelles pistes et élargissent ou rectifient le champ d'investigation des lectures. Les uns et les autres sont complémentaires et s'enrichissent mutuellement. Les lectures donnent un cadre aux entretiens exploratoires et ces derniers éclairent sur la pertinence du cadre. Les entretiens exploratoires n'ont donc pas pour fonction de vérifier des hypothèses préétablies, mais bien de trouver des idées d'hypothèses susceptibles de guider la suite du travail. Ils permettent en outre d'économiser des dépenses inutiles d'énergie et de temps en matière de lecture, de construction d'hypothèses et d'observation. Il s'agit en quelque sorte d'un premier tour de piste avant d'engager des moyens plus importants. Pour cette raison,
il est essentiel que l'entretien se déroule de façon très ouverte et très souple et que le chercheur évite de poser des questions trop nombreuses et trop précises, de manière à ne pas limiter a priori les aspects du problème à prendre en compte. Bien menés, les entretiens exploratoires devraient moins conforter le chercheur dans ses idées préconçues que l'amener à les remettre en cause. L'entretien exploratoire peut rendre d'inestimables services, notamment celui d'éviter au chercheur de se lancer tête baissée sur une mauvaise piste ou de négliger des aspects essentiels du problème par manque de familiarité avec lui. L'entretien exploratoire permet toujours un gain de temps et une économie de moyens. En outre, et ce n'est pas son moindre attrait, il constitue une des phases les plus agréables et stimulantes d'une recherche, celle de la découverte, des idées qui jaillissent et des contacts humains les plus riches avec des personnes qui expérimentent concrètement, dans leur vie professionnelle, sociale ou personnelle, les phénomènes que la recherche entend étudier. Ces premiers contacts seront d'ailleurs souvent utiles plus tard et pourront, si nécessaire, être remobilisés. Intéressante et utile donc, mais dangereuse si le chercheur débutant s'y engage en touriste. Le contact avec le terrain, l'expression du vécu et l'apparente convergence des discours, produit des stéréotypes socioculturels, l'amèneront très probablement à croire qu'il y voit bien plus clair que par ses lectures et que les idées, plus ou moins inconscientes, qu'il se faisait sur la question correspondent bien à ce qu'il découvre sur le terrain. C'est une tentation fréquente, à laquelle de nombreux débutants ne résistent pas, négligeant les lectures et engageant la suite de leurs recherches sur des impressions semblables à celles d'un touriste qui a passé quelques jours dans un pays étranger. Emportés par l'illusion de la transparence, ils s'enfoncent dans l'impasse de la confirmation superficielle d'idées préconçues. Pour remplir cette fonction de rupture et d'ouverture vers des perspectives de recherche valables, les entretiens exploratoires doivent respecter certaines conditions qui sont présentées à partir de réponses aux 3 questions ci-dessous. Avec qui est-il utile d'avoir un entretien ? En quoi consistent les entretiens et comment y procéder ? Comment les exploiter pour qu'ils permettent de prendre du recul avec les idées préconçues et ouvrent des pistes de recherche les plus intéressantes possibles ? 3.1 Avec qui est-il utile d'avoir un entretien ? 3 catégories de personnes peuvent être des interlocuteurs utiles. D'abord, des chercheurs spécialisés et experts dans le domaine concerné. Nous avons déjà évoqué leur utilité à propos du choix des lectures. Ils peuvent aussi nous aider à améliorer notre connaissance du terrain en nous exposant non seulement les résultats de leurs travaux, mais aussi la démarche entreprise, les problèmes rencontrés et les écueils à éviter. Ce genre d'entretien ne demande pas de technique particulière, mais il sera d'autant plus fructueux que la question de départ sera bien formulée et permettra à votre interlocuteur de cerner avec précision ce qui vous intéresse. Pour ceux dont la question de départ serait encore hésitante, ce type d'entretien peut aussi aider à la clarifier, à condition que l'interlocuteur soit disposé à vous y aider, ce qui n'est pas courant. La deuxième catégorie d'interlocuteurs recommandés pour les entretiens exploratoires sont des témoins privilégiés. Il s'agit de personnes qui, par leur position, leur action ou leur responsabilité ont une bonne connaissance du problème. Ces témoins peuvent appartenir au public sur lequel porte l'étude ou lui être extérieur, mais largement concernés par ce public. Ainsi, dans une étude sur les valeurs des jeunes, on peut rencontrer des jeunes responsables d'organisations de jeunesse aussi bien que des adultes, éducateurs, enseignants, autorités religieuses ou philosophiques, travailleurs sociaux, juges des enfants, dont l'activité professionnelle les met en prise directe avec les problèmes de la jeunesse. Enfin, troisième catégorie d'interlocuteurs utiles, le plus souvent, la plus importante, les personnes qui constituent le public directement concerné par l'étude, c'est-à-dire, dans l'exemple précédent, les jeunes eux-mêmes. Ici, il est essentiel que les entretiens couvrent la diversité du public concerné. Les entretiens avec les interlocuteurs de la deuxième et de la troisième catégorie comportent les plus grands risques de déviation par illusion de transparence. Engagés dans l'action, les uns et les autres sont généralement portés à expliquer leurs actions en les justifiant. Subjectivité, manque de recul, vision partielle et partiale sont inhérents à ce genre d'entretien. Une bonne dose d'esprit critique et un minimum de technique sont indispensables pour éviter les pièges qu'ils recèlent. 3.2 En quoi consistent les entretiens et comment y procéder ? Les fondements méthodologiques de l'entretien exploratoire sont à rechercher principalement dans l'œuvre de Carl Rogers en psychothérapie. Nous en dirons tout d'abord quelques mots afin de bien saisir les principes et l'esprit de cette méthode et nous aborderons ensuite seulement les problèmes de son application dans la recherche en sciences sociales.
Ce qui suit s'applique principalement aux entretiens avec les deux dernières catégories d'interlocuteurs présentées ci-dessus. Les fondements de la méthode. Rogers est un psychothérapeute. Son objectif pratique est donc d'aider ceux qui s'adressent à lui à résoudre leurs problèmes d'ordre psychologique. Cependant, la méthode proposée par Rogers se démarque de toutes celles qui attribuent au thérapeute un rôle plus ou moins important dans l'analyse du problème. Pour Rogers, l'analyse ne peut porter tous ses fruits que si elle est entièrement menée par le patient lui-même. En apprenant à se reconnaître lui-même à travers l'analyse de ses difficultés, ce dernier acquiert, selon Rogers, une maturité et une autonomie personnelle qui lui profitent bien au-delà du problème plus ou moins précis pour lequel il s'est adressé au thérapeute. Pour rencontrer cet objectif, Rogers a conçu et expérimenté une méthode thérapeutique axée sur la non-directivité qui a fait sa célébrité et qu'il a appliquée par la suite à l'enseignement. Le principe de cette démarche consiste à laisser au patient le choix du thème de l'entretien ainsi que la maîtrise de son déroulement. La tâche du thérapeute ou de elle, aidant, n'en est pas simple pour autant. Elle consiste à aider le patient à accéder à une meilleure connaissance et à une meilleure acceptation de lui-même en fonctionnant en quelque sorte comme un miroir qui lui renvoie sans cesse sa propre image et lui permet par là de l'approfondir et de l'assumer. Cette méthode est expliquée de manière prédétaillée par Rogers dans La relation d'aide et la psychothérapie, Paris, ESF, 1980-1942. Cette version française est présentée en 2 tomes. Le premier décrit la méthode et le second en présente une application réelle avec l'examen systématique des interventions de l'aidant et de son patient. Depuis Rogers, de nombreux ouvrages sur l'entretien d'aide ont été publiés, chaque auteur essayant d'apporter l'une ou l'autre des améliorations suggérées par sa propre pratique ou d'adapter la méthode à des champs d'analyse et d'intervention plus larges. Cependant, chacun se réfère toujours explicitement ou implicitement à Rogers et au fondement même de sa démarche, la non-directivité. Toutefois et paradoxalement, c'est ce principe qui fait à la fois l'intérêt et l'ambiguïté de l'utilisation de cette méthode en recherche en sciences sociales. L'application dans la recherche en sciences sociales. Dans son livre L'orientation non directive en psychothérapie et en psychologie sociale, Paris, Duno, 1970, p. 112, Max Pagès explique comme suit la contradiction qui existe entre l'orientation non directive et l'emploi d'entretien non directif comme instrument de recherche sociale. Il est facile de la faire ressortir. Dans un cas, le but de l'interview est fixé par le patient lui-même et le thérapeute ne cherche pas à l'influencer. Dans l'autre, c'est l'interviewé qui fixe le but, quel que soit celui-ci, fournir des informations à un groupe quelconque, coopérer à une recherche, favoriser le développement commercial d'une firme, la propagande d'un gouvernement, etc. En ce sens, on ne peut donc jamais dire que les entretiens exploratoires en recherche sociale soient strictement non directifs et que l'interviewé puisse être totalement neutre. En effet, l'entretien est toujours demandé par le chercheur et non par l'interlocuteur. Il porte plus ou moins directement sur le thème imposé par le chercheur et non sur ce dont son interlocuteur désire parler. Enfin, son objectif est lié aux objectifs de la recherche et non au développement personnel de la personne interviewée. Cela fait beaucoup de différence et non des moindres. C'est pourquoi on parlera plutôt d'entretien semi-directif ou semi-structuré. Cependant, et sans s'abuser lui-même sur le caractère non directif des entretiens exploratoires qu'il sollicite, le chercheur en sciences sociales peut s'inspirer avec profit de certaines caractéristiques majeures de la méthode de Rogers et, à certains points de vue, calquer son comportement sur celui du psychothérapeute non directif. En effet, mis à part le fait qu'il évitera de laisser son interlocuteur parler longuement de sujets qui n'ont aucun rapport avec le thème prévu au départ, il s'efforcera d'adopter une attitude aussi peu directive et aussi facilitante que possible. Pratiquement, les traits principaux de cette attitude sont les suivants.